Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour, bienvenue dans le podcast Le Goût des Maîtres de la clinique du droit des affaires. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir maître Philippe Bruzeau, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Bonjour maître. Bonjour. Maître, nous allons commencer avec notre question traditionnelle. Maître, qui sont vos maîtres ? C'est une question passionnante et qui m'oblige immédiatement à jeter, je dirais, mes entrailles dans l'interview. Je vais vous surprendre. Mon premier maître est une maîtresse. Il s'agissait, puisqu'elle est décédée, de Madame Lambert, qui a été, je dirais, celle qui, la première, d'abord m'a fait confiance. Et surtout m'a enseigné, je dirais, les rudiments et les fondamentaux ou les fondements de la pensée, finalement de tout ce qui sert aujourd'hui à l'avocat que je suis devenu, c'est-à-dire la parole et le sens de la réflexion. Cette dame n'était autre que mon professeur, c'est comme ça que qu'on l'appelait, Madame le professeur, de la classe de cours préparatoire. Et si j'insiste sur cette dame, c'est parce que, encore une fois, c'est grâce à elle que j'ai pu comprendre le maniement de la langue, mais également les règles de calcul, et puis la géographie, l'histoire, l'éducation physique, c'est-à-dire tout ce qu'un jeune homme, je dirais, recherche finalement pour pouvoir s'épanouir. Alors, je sais, c'est pas très glamour, ça aurait pu être le premier qui m'a fait confiance quand je suis rentré dans cette magnifique profession qu'est l'avocature. Je les réserverai, si vous me le permettez, pour peut-être une autre question sur les avocats qui ont compté pour moi. Vous faites mention de votre parcours scolaire. Si aujourd'hui vous étiez étudiant en droit, pourquoi ne deviendriez-vous pas avocat ? Alors, je vais tout de suite répondre à cette question de manière un peu brutale. Je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire d'autre comme métier, puisque c'était chez moi très tôt une vocation. Alors là, il faut que je me mette dans la peau de celui qui conseillerait ou ne conseillerait pas finalement à un jeune étudiant de ne pas embrasser la profession d'avocat. C'est très difficile pour moi, encore une fois, étant d'un caractère, je dirais, toujours entreprenant, toujours joyeux, toujours prêt à la tâche, toujours prêt au combat. Il m'est difficile de ne pas conseiller un jeune étudiant, particulièrement en droit, de ne pas être avocat. Alors par contre, vous avez raison, ne pas mentir à son prochain, et encore moins à celui qui souhaite embrasser une profession comme celle d'avocat. Je lui dirais que s'il n'est pas courageux, s'il n'est pas fort physiquement, s'il n'est pas, je dirais, muni d'un minimum et de l'essentiel de la culture, je parle bien évidemment de la culture générale et encore plus en avant de la culture classique, qui à mon avis est nécessaire pour pouvoir argumenter, réfléchir et construire finalement une défense ou une demande, puisqu'il n'y a pas que le pénal, bien évidemment, qui doit nous tenir, je dirais, du point de vue de l'avocature. Donc, j'aurais du mal à conseiller à un jeune homme étudiant en droit de ne pas devenir avocat, puisque c'est le plus beau métier du monde, mais en même temps, s'il ne dispose pas, je dirais, de ces agréments que sont, encore une fois, le courage, l'abnégation, la force de travail, la capacité physique même, plus qu'intellectuelle, eh bien, je le découragerai d'entrer en vocation. De par votre fonction de bâtonnier que vous avez exercé pendant 2 ans entre 2020 et 2022, vous avez expérimenté la partie plus politique de la profession d'avocat. Quel changement déplorez-vous au sein de la profession ? Quels sont, en tant qu'avocat, les véritables tournants que vous ressentez au quotidien, tant chez vos confrères que chez vous ? Je dirais que en 20 ans, la profession a été bouleversée, quelque part. Ce n'est plus celle qu'effectivement j'ai eu la chance de connaître pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire
la profession comme on l'entendait peut-être même déjà au 19e siècle. Pas énormément de changements entre il y a 120 ou 130 ans et celle que j'ai connue il y a donc 30 ans quand j'ai commencé. Mais je serais plutôt, toujours empreint d'optimisme, pour me dire que cette évolution et ce bouleversement et ce changement de la profession, qui a touché bien évidemment le monde, donc par-delà la profession d'avocat, j'allais dire tous les domaines, que ce soit de l'économie, de l'art, des sciences, j'en passe et des meilleurs, et ce bouleversement doit servir la cause des avocats. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas compris ce tournant, il y a ceux qui, bien évidemment, vont terminer tranquillement leur temps et qui aspireront à une retraite heureuse et bien méritée. Mais tous ceux qui sont encore, je dirais, dans l'action, doivent absolument suivre ces changements. Et ces changements, ils sont pour moi positifs. C'est-à-dire que d'abord, il y a un apport de jeunesse dans la profession, qui est nécessaire, je dirais, à son statut et à son évolution. Et puis, il y a une façon de travailler qui est différente. Il y a aussi tout ce que peut-être la formation, donc encore une fois la jeunesse, peut apporter à la profession, et la structuration différente finalement de l'exercice, c'est-à-dire d'un cabinet plutôt individualiste, pour employer un terme générique, on est passé, je dirais, à l'ère du travail en équipe. De la confrontation des générations et pourquoi pas aussi, je dirais, à cette espèce de traversée quelque part entre les générations qui nécessite forcément et indissociablement à la profession et aux gens qui l'exercent. Donc je vous dirais que le côté politique que j'ai pu voir pendant ces 2 années, je le mettrai de côté parce que la politique pour la politique ça sert à rien. En revanche, la politique pour l'évolution et pour, je dirais, une profession qui évolue et qui évolue dans le bon sens, ça a été effectivement une expérience extraordinaire. Et à mon petit niveau de bâtonnier du barreau de la 2e Cour de France quand même, mais je dirais de province, sans péjoration aucune, je pense que le plus important, du point de vue politique, par rapport à la profession, c'est son évolution, et c'est être en capacité de faire face, finalement, aux enjeux qui touchent, encore une fois, ce merveilleux métier qui est le métier d'avocat, qui, à mon sens, a de l'avenir. Contrairement à ce que certains ont pu dire, la mort des avocats, non, les avocats seront toujours là, seront de plus en plus là, et c'est la chance de ce métier, c'est la chance de cette formation que finalement d'être toujours présent aux côtés des justiciables, que ce soit le justiciable lambda du petit procès pour un problème locatif à la grande entreprise traversée par les périodes de crise ou encore le droit pénal dans tout ce qu'il a de plus splendide, c'est-à-dire, j'allais dire, et essentiellement les grands procès d'assises ou les grands procès médiatiques auxquels on assiste de plus en plus du fait justement de ce développement également du métier du média. Vous avez donc connu au cours de votre carrière de nombreux changements, mais vous avez également connu de nombreuses affaires qui ont été parfois retentissantes, parfois plus discrètes. Mais laquelle vous a le plus touché? Laquelle aimeriez-vous partager avec nous aujourd'hui? Une affaire, pas forcément celle qui est la plus médiatique, mais celle qui vous a le plus touché en tant qu'homme, en tant qu'avocat. Quelle est celle qui vous a fait grandir? C'est une question difficile parce que c'est sûr qu'en 28 ans d'exercice, et puis je dois le dire d'ailleurs, j'ai aimé ce métier d'avocat de proximité, c'est-à-dire de pouvoir plaider tous les lundis ou tous les mardis après-midi dans le tribunal de commerce, d'aller dans des dossiers peut-être un peu plus techniques au second degré devant la cour d'appel, de prendre ma besace et de traverser les départements pour aller plaider ce jour à Grenoble, l'autre au Havre, en passant par Lille, pourquoi pas Valence, ou bien évidemment la capitale, Paris.
Mais je relèverai une affaire qui m'a touché parce que elle a été longue. C'est une affaire en fait d'homicide involontaire provoqué par un jeune homme malheureusement, je dirais, pas terminé du point de vue du comportement, qui a renversé un père de famille sur une voie routière alors qu'il était en train et de conduire et de passer des SMS avec son téléphone portable. Bien évidemment, occupé à écrire des mots doux à sa tendre amie, il a vu au dernier moment cet homme, père de famille, qui chargeait sur le bord de la route une caravane avec des éléments de jeu d'enfants, justement pour ses enfants, qu'il allait installer, une petite balançoire, etc. Et l'ensemble s'était décroché sur une voie rapide du côté de Gardanne. Malheureusement, donc, le jeune homme, plus occupé à tapoter ses SMS, m'a vu au dernier moment, enfin n'a pas vu d'ailleurs, mon client, la victime. L'accident a été bien évidemment effroyable sous les yeux de sa famille, je vous passe les détails. Et finalement, le rôle de l'avocat, qui a été de plaider en partie civile devant le tribunal correctionnel, puisqu'il s'agit donc d'une caractérisation d'homicide involontaire, donc bien évidemment on n'est pas dans un espace criminel, même si parfois on se demande si justement la qualification ne devrait pas être un peu étendue. Donc la difficulté n'a pas été de plaider en tant que partie civile, avocat des parties civiles devant le tribunal correctionnel, où là le cœur a parlé. Donc c'était un exercice, bon, certes difficile, mais c'était surtout éprouvant, je dirais, par rapport à l'atmosphère de l'audience. Les avocats de la défense, enfin en tout cas l'avocat de la défense en première instance, ayant choisi, j'allais dire, une défense un peu compliquée, la relaxe, l'impétrant, l'accusé prévenu, a choisi de s'entourer de ténors du barreau pour la cause d'appel. La position de défense a été bien évidemment très différente, mais ce qui a été difficile et éprouvant, ça a été de, j'allais dire, supporter au sens anglo-saxon du terme la famille, ce qu'il en restait, puisque le père avait disparu, mais dans son intégralité, c'est-à-dire épouse, enfants, grands-parents, enfin, parents, et ça, non seulement pendant le temps du procès pénal, qui a été très compliqué, encore une fois, mais surtout après, dans le cadre de l'action en réparation qui a été menée, et qui a été fort longue, bon, pour des raisons toujours pareilles, hein, d'expertise, de développement, de choix, finalement, non pas de procédure, mais de motivation quant à la réparation, puisque, encore une fois, c'est un droit évolutif, hein, le droit à la réparation corporelle, et de multiples demandes ont été formulées, et donc ce procès a été long, et cette famille, je les ai suivis finalement pendant près d'une dizaine d'années, pour un résultat qui est le prix des larmes, hein, encore une fois. On pourra toujours s'en atermoyer et avoir du mal finalement à accepter, hein, la mort, bien évidemment, et c'est vrai que j'allais dire l'œuvre de justice ne peut que réparer dans son acception la plus ordinaire, hein, par rapport au drame que nous avions tous vécu. Voilà où je pense que l'avocat est utile, c'est-à-dire que non seulement il doit faire son office, c'est-à-dire être présent dans l'enceinte du judiciaire, mais également doit accompagner ses clients et les accompagner avec toute la dignité, toute la mesure, mais également l'empathie, parce que ce sont des situations qui sont très difficiles à vivre, pour les clients bien évidemment, mais pour l'avocat qui accompagne également. Et ça, c'est un des rôles de l'avocat, soutien des victimes, qui me paraît pas toujours mis en lumière, ou en tout cas pas assez mis en lumière, et c'est pourtant un des rôles de l'avocat que j'estime un des plus importants. Vous avez évoqué dès le début de cet entretien la transmission, en évoquant votre professeur. Nous vous savons très impliqué et très concerné
par cette question de transmettre le savoir. Si vous aviez aujourd'hui une tribune dans ce podcast pour vous adresser aux étudiants en droit, quel serait votre message ? Alors, c'est un peu la question de ma deuxième vie, finalement, parce que en vieillissant, au moins ça sert à quelque chose, on se dit qu'on peut être utile, effectivement, auprès de la jeunesse. Je suis toujours très impressionné par la jeunesse. D'abord, par sa capacité à apprendre et par sa compétence. Je vieillis, je le dis souvent, les principes que j'ai appris, bon, je ne parle pas des principes fondamentaux qui eux ne changent que très peu, encore que la jurisprudence évolue dans tous les domaines, bien évidemment, mais j'apprends en fait de la jeunesse. Et cette source de connaissances et finalement de comportement aussi qui me touche énormément, eh bien, j'estime que je dois en retour rendre ou donner à ceux qui me font cette confiance de me fréquenter, de m'accepter et de m'écouter encore, comme vous le faites aujourd'hui. Je crois que ce passage de témoin est important parce que moi, il me permet de me maintenir finalement en vie professionnelle, bien évidemment. J'ai la chance de pouvoir vivre dans d'autres domaines, bien évidemment, que le droit et l'avocature. Hein. J'aime l'art, j'aime la musique, j'aime les gens. Je suis toujours le premier à partir au quart de tour et à m'intéresser à toute chose nouvelle. Même si j'ai aussi un caractère un peu bonhomme et un peu conservateur parfois, ce qui m'est reproché souvent d'ailleurs par mes jeunes équipes que j'adore. Voilà, mon rôle désormais, il est toujours d'être un avocat dans le contentieux commercial que j'adore, défendre les chefs d'entreprise ou pourquoi pas les cadres ou des conflits entre associés ou des actions de concurrence, de la distribution, enfin tous ces domaines me passionnent énormément, l'économie en général, mais cette transmission de savoir, je pense que c'est une règle presque d'hygiène que chaque ancien, parce que je suis déjà un ancien, ce qui est fou, parce que dans ma tête, j'ai à peu près une quinzaine d'années, et encore quand je fais des efforts, mais cette transmission, d'être aux côtés des jeunes gens qui encore une fois, avec lesquels j'ai la chance de vivre professionnellement, eh bien, je pense que c'est un dû pour eux, c'est-à-dire, ça doit faire partie aussi de mes efforts quotidiens, que de donner mon avis quand on me le demande, de reprendre même des fois des écritures, si j'estime que c'est pas écrit comme les juges sont en droit de l'attendre, la présentation d'un dossier, ou peut-être le manque de cœur qu'on a mis dans une affaire à défendre, là un petit chef d'entreprise, ici une mère de famille, dans un dossier de succession, ou encore peut-être tout simplement dans un cadre juridique, c'est-à-dire rendre un service juridique pur, c'est-à-dire par exemple constituer des sociétés, mais préparer un pacte d'associés, enfin, des choses du quotidien qui, encore une fois, essaiment, je dirais, la vie, et plus particulièrement la vie des affaires, puisque mon cabinet est tourné essentiellement vers, j'allais dire, la prestation de services auprès des entreprises. Vous avez très tôt dans l'entretien évoqué l'importance des lettres dans votre quotidien d'avocat, dans vos plaidoiries. Quel ouvrage conseilleriez-vous à un jeune étudiant, à un futur confrère, qui, pour prendre la mesure peut-être de ce qu'est le métier, mais aussi tout simplement pour s'évader, pour s'améliorer, pour devenir un vrai avocat? C'est une question magnifique. Un livre, il n'y en a pas un, il y en a 1000, il y en a 100 000. J'ai eu la chance d'être élevé par un grand-père qui était un homme formidable, qui était un grand professeur, un grand érudit, un grand historien, qui très tôt nous a donné le goût de la lecture. Alors un peu au départ par obligation, parce que j'étais un enfant infernal, bougeant sans cesse,
n'étant pas, je dirais, le chantre de la concentration. Et très tôt, donc, il nous a donné ce goût pour la lecture et nous a orientés, je dirais, dans des choix intelligents. Alors, ces choix intelligents, c'était quoi? C'était bien évidemment ces romans extraordinaires d'aventure, d'abord. Je pense à James Oliver Curwood ou à Jack London, bien évidemment, qui a bercé mon enfance. Alors, d'ailleurs, peut-être lu un peu trop, parce que certains romans de Jack London, j'y suis revenu après, à la post-adolescence, enfin, en tout cas à la première jeunesse, et je les ai lus peut-être de manière différente. Ensuite, j'ai été bercé aussi très tôt, dans mon enfance, par la culture classique, mais j'ai aimé le vrai roman français classique, c'est-à-dire que je suis un fou de Flaubert. Bon, vous me demandez un livre, allez, les 3 contes de Flaubert, voilà, c'est le livre, c'est mon livre de chevet, avec l'Iliade et l'Odyssée aussi, ça c'est pour la culture classique, mais j'aime les 3 contes de Flaubert, d'abord parce que tout est dit en peu de mots, simple mais tellement bien écrit, c'est une véritable musique. On lit ça, je dirais, presque entre deux. On peut le lire plus profondément en étant concentré, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement le cœur, c'est tellement la vie. Voilà. J'ai beaucoup aimé, oui, la littérature française du 19e siècle, hein, encore une fois. Voilà, Flaubert, Stendhal, Balzac. Alors ça fait un peu peut-être redondant, mais c'est les lectures que j'ai eu la chance de lire. Je me rappelle d'un séjour en Allemagne, donc seul contre tous finalement, c'était 1982, triste souvenir pour les gens qui aiment le football, puisque nous avions perdu la demi-finale de la Coupe du Monde, et bien évidemment, comme j'ai jamais été comme tout le monde, je me suis retrouvé là en bas âge, en 82, donc j'avais 14-15 ans. Je me suis retrouvé là lorsque nous perdons contre les Allemands, donc face à que des Allemands, et en plus j'allais à l'école en Allemagne pendant l'été. Donc, si vous imaginez la honte le lendemain lorsque nous perdons après la séance de tir au but, alors que nous menions 3-1 et il restait 5 minutes de jeu ou 6 minutes de jeu. Bon. Et là, je me retrouvais souvent seul le soir, dans ma petite chambre, et j'avais emporté avec moi L'éducation sentimentale. Ce roman que certains pourront sûrement qualifier d'à l'eau de rose, presque. C'est une histoire d'amour très platonique, hein, finalement, entre un jeune homme et une dame un peu plus mûre. Et je me suis complètement recroquevillé sur cet ouvrage, alors qu'encore une fois, j'étais très sportif, peu concentré, enfin, un enfant plein d'énergie et plein de sang. Et je me suis recroquevillé finalement sur cet ouvrage et sur cette écriture merveilleuse. Et ça a été finalement mon salut pendant ce séjour allemand. J'aime aussi d'ailleurs la littérature allemande. Goethe, Schiller, magnifiques écrivains. Après, il y a la philosophie. Alors la philosophie, je l'aime plus classique, plus ancienne, plus antique. Mais j'aime aussi la philosophie allemande, aussi du 19e siècle. Bon, j'ai été un peu orienté, je suppose, vers ces lectures. Et puis, j'ai donné un ouvrage, j'ai répondu à la question, mais je peux pas en rester à un ouvrage, il y a tellement à lire. J'ai adoré aussi un autre auteur américain, on parlait de Jack London tout à l'heure. J'ai adoré Steinbeck, bien sûr, des ouvriers des hommes, mais également un roman, alors un deuxième livre que je recommande pour la jeunesse, Tortilla Flat. L'amitié, le désespoir, mais ensemble. Donc écrit merveilleusement également, mais un roman qui me va bien finalement. C'est-à-dire une aspiration de vie quelque part. Merci. Pour conclure cet entretien, je vais vous poser une dernière question. Vous avez brièvement évoqué vos confrères. Lesquels aujourd'hui vous inspirent dans le métier, dans leur façon d'exercer, dans ce qu'ils représentent peut-être, et que vous aimeriez potentiellement entendre répondre à ces questions? J'ai pris connaissance de votre liste d'invités. D'ailleurs, je suis un peu gêné de participer à ce podcast. Hein. Je sais pas que notre proximité peut-être a favorisé
cet état de fait. Mais j'ai suivi, bien évidemment, tous les éminents confrères et grands avocats que vous avez pu entendre. Alors, bien évidemment, je ne vais pas les égrener, mais enfin, tous ceux que vous avez mis dans la boîte, si je puis dire, sont des gens extraordinaires. J'ai d'ailleurs énormément apprécié l'écoute des podcasts que vous avez déjà réalisés, et j'ai été très impressionné par les réponses qui ont été faites et par la qualité de ces avocats. J'en citerai, pour ma part, 2, 3 historiques et un peu personnels. Alors, tout d'abord, pour moi, un des plus grands avocats français, mais qui ne restera pas, malheureusement, et malgré ce que je pense de ses qualités, comme un des très grands. Alors, au plan local, pas de difficulté, mais peut-être au plan national, le temps n'aidant pas, on l'oubliera, ce qui est dommage. C'était le bâtonnier Bredeau. C'était un type extraordinaire, un plaideur hors pair qui avait arrêté le pénal parce qu'il avait subi une condamnation à mort et s'en était jamais remis. Et donc s'était orienté un peu vers le droit des affaires finalement, puisqu'il s'était spécialisé dans les baux commerciaux. Vous voyez si c'est intéressant. Eh bien, vous le croirez ou pas, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur à l'école des avocats, qui était à l'époque à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Maliverny. Et donc le bâtonnier Bredeau nous faisait les cours de plaidoirie extraordinaires. Un monsieur d'une élégance et avec une phraséologie, un type magnifique. Et donc il nous faisait les cours de plaidoirie et il intervenait ponctuellement aussi, par exemple, justement sur le statut des baux commerciaux. Et quand il vous présenter le statut des baux commerciaux, enfin il n'y a rien de plus emmerdant peut-être, si ce n'est une lecture assidue du texte œcuménique. Et donc quand il nous faisait cette présentation des baux commerciaux, des crédits loi 35, eh bien nous vivions une expérience extraordinaire parce que tout à coup c'était illuminé, je dirais, à la fois par la science, mais également par la petite histoire, avec un talent incroyable. Et puis, je vais citer 2 autres avocats d'Aix-en-Provence, excusez-moi d'être un peu exo-aixois, un de mes maîtres d'ailleurs, Alain Coulot, qui est toujours présent, bien évidemment, et vivant, un type très brillant, très intelligent. Et puis alors, plutôt axé droit des affaires, essentiellement, mais un plaideur remarquable, pas assez, je vais dire, assidu, mais un plaideur remarquable. Je me rappelle notamment qu'il avait plaidé une affaire au nom et pour le compte de l'ordre des avocats. Une affaire qui, intéressait notre caisse de règlement, la CARPA. Donc, encore une fois, une chose... il faut vraiment rentrer pour s'y intéresser. Il avait été remarquable devant la cour, remarquable. Un autre avocat que j'adore parce que c'est un avocat puis c'est un artiste, c'est bien évidemment Jacques Mazella di Bosco, que j'ai entendu moi plaider, jeune avocat ou même étudiant en droit, aux assises, dans l'affaire des cliniques, on appelait, de Marseille. Un avocat avec un courage et une diction et des références, mais pas des références pour imposer des références qui coulaient de source et qui servaient bien évidemment à la cause de ses clients. Et puis, puisque vous me posez la question et que je prends le temps d'y répondre, au commercial, j'ai adoré, encore il y a peu de temps, entendre maître Vidal-Laquet, avocat à Marseille, brillant avocat marseillais, pareil, quelqu'un épris de culture, mais alors un avocat incroyable dans la matière, en tout cas, quand je l'ai croisé beaucoup, c'était en droit commercial, devant le tribunal de commerce, nous plaidions, ou devant la cour d'appel, un avocat merveilleux, comme le Sud sait en produire. Merci beaucoup, maître. C'était Le Goût des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires,